Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Ce matin, je vous propose de suivre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi création et Internet. Les 7 députés et les 7 sénateurs qui se sont réunis mardi soir ont trouvé une position commune sur ce texte. Ils ont rétabli ce qu'on appelle déjà la double peine. En cas de téléchargement illégal, l'internaute verra sa connexion suspendue et il devra continuer de payer son abonnement pendant la durée de la suspension. La commission mixte paritaire est donc revenue sur le vote des députés qui avaient décidé à l'unanimité d'exonérer le paiement de l'abonnement pendant la durée de la suspension. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Mon cher collègue, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons ce matin au terme d'un long processus de concertation et processus législatif qui a commencé par une demande du Président de la République de s'occuper du piratage sur Internet et, comme vous le savez, qui a confié à cette époque à Denis Oliven le soin de mener des discussions, une concertation qui se sont traduits par des accords qui sont intervenus le 23 novembre 2007 par un ensemble de mesures proposées par les professionnels de la création. À la suite de quoi, Madame la Ministre, vous avez proposé une loi au Parlement. Ce projet de loi que vous avez présenté le 18 juin 2008 nous a permis ensuite de travailler, de procéder à un certain nombre d'auditions et de pouvoir, ici au Sénat, commencer les 29 et 30 octobre dernier par une discussion. Cette discussion a vu un dépôt de 84 amendements, 48 au nom de notre commission des affaires culturelles, 10 au nom des affaires économiques et un certain nombre d'amendements provenant des différents groupes de notre Assemblée. À la suite de quoi l'Assemblée nationale a elle aussi fait son travail et la commission mixte paritaire s'est réunie ce 7 avril. Je peux dire, peut-être ici au nom de tous mes collègues du Sénat, puisque nous avons adopté ce projet de loi à une quasi-unanimité le 30 octobre dernier, que nous avons travaillé le plus utilement possible et que nous avons finalement rempli notre rôle d'assemblée parlementaire qui a travaillé à la fois au fond sur un texte de loi, mais qui a aussi cherché à répondre à deux problématiques principales. La première, c'était finalement de réconcilier deux mondes, le monde de la création et le monde d'Internet, de manière à ce que ces deux mondes ne s'opposent pas, mais au contraire puissent travailler dans l'avenir ensemble le plus possible, et puis aussi permettre d'accompagner une mutation entre une pratique qui était celle du piratage répandu vers une nouvelle pratique qui serait celle du respect des auteurs et de la création et celle d'une pratique, je dirais, républicaine de l'internaute qui respecte le droit tout en ayant une grande liberté d'aller et de venir sur la toile. Ce texte donc aujourd'hui, après la CMP, est un texte équilibré qui se veut efficace et pédagogique. Je voudrais d'ailleurs dire au passage que nos collègues de l'Assemblée nationale ont apprécié le travail qui avait été fait ici chez nous pour améliorer autant que faire se peut ce projet de loi. Alors nous avons combattu en CMP, je vous rassure, nous avons combattu de façon très républicaine et très courtoise, et pas du tout par corporatisme d'assemblée ou patriotisme de chambre, mais tout simplement parce que nous étions portés par la légitimité d'un vote qui avait été accepté à une quasi-unanimité, comme je le rappelais il y a un instant. Alors pourquoi finalement nous sommes-nous battus avec courtoisie mais avec vivacité dans cette CMP? Tout simplement parce que nous sommes attachés ici au Sénat par tradition et aussi de façon très régulière à chaque occasion, nous sommes attachés à la culture et à la création et nous sommes attachés à des valeurs que nous portons qui en ont diversité culturelle ou identité culturelle. Nous considérons en effet que c'est une composante essentielle d'une République moderne et c'est finalement la part d'humanité qui nous revient dans un monde en transformation constante et aujourd'hui en crise. C'est aussi un signe que nous avons voulu adresser aux jeunes Français et aux jeunes talents qui ont besoin de notre reconnaissance pour leur travail, notamment pour leur travail de création,
qui ont besoin aussi de notre soutien, de notre confiance dans leur œuvre de créateur. Imaginons un seul instant qu'on dise aux jeunes générations qui veulent s'engager dans le monde de la création, eh bien écoutez, quoi que vous fassiez, vous serez demain spoliés de vos droits, vous ne serez pas récompensés de votre travail. On peut imaginer que ce serait décourageant et qu'il n'y aurait pas beaucoup de vocations qui s'engageraient dans le monde de la création. Vivre en société, et c'est aussi un signe adressé aux jeunes générations, cela veut dire qu'il y a des valeurs et que ces valeurs doivent être respectées. Cela veut dire qu'il y a du sens à vivre en société et cela aussi veut dire qu'il y a une hiérarchie à respecter de ces valeurs et de ce sens donné à notre vie en société. Cette hiérarchie, ce n'est pas forcément spontanément ce qui existe le plus sur Internet. Internet est un monde plat dans lequel tous les usages et toutes les valeurs ont à peu près le même sens et la même hiérarchie. C'est un monde dans lequel tout a à peu près la même dimension et tous les portails sont équivalents en termes de, je dirais, de fréquentation. Donc à nous de remettre du sens et à nous de donner une hiérarchie à cette consommation frénétique mais intéressante et cette gourmandise, d'une certaine manière, des œuvres qui sont sur la toile. Internet est donc un territoire virtuel, c'est une terre sympathique et accueillante, cependant elle doit être policée au sens républicain du terme, c'est-à-dire que nous devons faire en sorte qu'Internet soit respectueuse des droits et donc des droits de chacun. Le Sénat, par rapport à ça, a pris ses responsabilités. Il a répondu en particulier au scepticisme ambiant. On a souvent entendu cette question, va-t-on laisser durablement piller les œuvres sur Internet ? Nous avons également souhaité répondre à une autre interrogation, qui peut être même un désespoir de certains créateurs qui se disaient, va-t-on laisser s'effondrer l'économie de la création ? Je voudrais vous rappeler qu'il y a 2,4% de la population active de notre pays qui travaille dans l'univers de la création et en temps de crise comme nous la connaissons aujourd'hui, ce sont des choses qui portent et qui interpellent un certain nombre de nos concitoyens qui sont très inquiets quant à leur devenir. Et puis c'est aussi une réponse peut-être que nous avons voulu apporter à une forme de cynisme ambiant, une sorte de double langage, puisqu'on entend parfois dire, va-t-on fliquer les internautes, va-t-on pénaliser les internautes ? Eh bien, nous croyons au contraire qu'il ne s'agit pas ni de fliquer ni de pénaliser, il s'agit tout simplement de faire respecter un ensemble de libertés, mais aussi de droits des uns et des autres, si l'on veut que la diversité, que la protection des œuvres ait encore un sens, et si l'on veut se détourner de quelques abus, ou voire même d'un certain populisme qui viserait à dire que tout se ressemble, tout peut être consommé, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, quelle réponse concrète avons-nous apportée à l'issue de cette CMP ? Je ne reviendrai pas très longuement sur tous les débats que nous avons ici, mais peut-être utile de résumer quelques-unes des conclusions de cette CMP. D'abord, vous le savez, nous avons toujours voulu promouvoir l'offre légale, parce qu'il faut qu'il y ait une offre légale forte et diverse si l'on veut que l'internaute se sente à la fois, je dirais, en sécurité sur Internet, mais aussi pouvoir consommer le maximum d'œuvres de création. Donc nous avons souhaité qu'il y ait une concertation entre les producteurs et les acteurs, et à la suite de nos collègues de l'Assemblée nationale, nous avons adopté ce que l'on a appelé le recueil des usages, qui est finalement un cadre incitatif qui permet de rassembler les professionnels de ce secteur de manière à ce qu'ils puissent établir un ensemble d'usages qui permettront dans l'avenir de mieux faire circuler les œuvres sur Internet. Nous avons souhaité également que la haute autorité, la DOPI, puisse pouvoir référencer des portails de manière à apporter davantage d'informations et à valoriser davantage l'offre légale. Nous avons également souhaité, après de nombreux débats dont on se souvient ici, qu'il y ait un cadre fixé pour la chronologie des médias et que cette chronologie des médias permette une offre légale de meilleure qualité sans pour autant mettre en difficulté, voire mettre en péril, le financement des œuvres cinématographiques. C'est la raison pour laquelle la CMP a adopté des délais de sortie pour les DVD avec une date pivot qui est de 4 mois et autour de 4 mois avec des possibilités de raccourcir ou de prolonger les délais en fonction d'un certain nombre de contraintes ou d'accords qui interviendront. Nous avons également souhaité, au-delà de l'offre légale, que la haute autorité, sans revenir sur ce qui avait été déjà accordé, à savoir que c'est bien sûr une autorité qui doit être irréprochable, qu'elle doit favoriser l'offre légale, mais nous avons souhaité renforcer encore le caractère pédagogique de son accompagnement de l'internaute vers un chemin plus vertueux. Et nous avons souhaité que ce chemin soit balisé, notamment en sécurisant la haute autorité et en la rendant encore plus indépendante. Et notre collègue Catherine Morin-Desailly a rappelé un amendement au terme duquel la présidence de la DOPI doit être là aussi indépendante, et donc le président sera élu par ses pairs. Nous avons également
souhaité supprimer en CMP la sanction alternative que nous avions adoptée ici, qui visait éventuellement à moduler le débit, parce que c'était quelque chose qui était compliqué à mettre en œuvre, et donc nous avons accepté, nous, Sénat, sans discussion, la suppression de cette mesure. En revanche, nous étions fermes sur la suspension du paiement qui avait été souhaitée par nos collègues de l'Assemblée. Or, il nous paraît utile de dire que si, au bout du processus, qui est encore une fois un processus pédagogique, s'il y a sanction, cette sanction, c'est la suspension de l'abonnement Internet, mais c'est en même temps le maintien du paiement de cet abonnement, tout simplement parce que c'est un problème de droit, c'est un problème de contrat signé entre le fournisseur d'accès et l'abonné, et qui ne nous apparaît pas utile, en tout cas pas du tout souhaitable, qu'on revienne sur un contrat signé. D'ailleurs, par analogie, un certain nombre nous faisaient remarquer que quand vous avez une voiture et que vous payez des traites pour acheter votre voiture, le jour où vous faites supprimer votre permis de conduire, vous continuez à payer vos traites. Votre voiture continue à vous appartenir, et il en est un peu de même dans l'offre Triple Play qu'ont contracté un certain nombre de nos concitoyens. Et là, je voudrais m'élever, même si on sait que ça ne sert pas toujours à grand-chose de s'élever, et ça voudrais m'élever contre certains raccourcis. Ce matin, en me levant, j'ai ouvert la télévision sur une grande chaîne du service public, et j'étais un peu abasourdi d'entendre que les sénateurs avaient annoncé la double peine. Il ne s'agit pas de double peine, il s'agit tout simplement de faire respecter la loi, de faire respecter le droit et de faire respecter un contrat. Et puisque je me suis élevé contre certains raccourcis qui n'ont rien à voir avec la réalité, je voudrais quand même saluer le travail de la chaîne publique Sénat, qui a été de ce point de vue-là très pédagogique et qui explique bien comment les choses se passeront si les internautes veulent bien accepter le respect du droit. Nous avons également souhaité en CMP qu'il n'y ait pas d'amnistie pour les contrevenants à la loi dans le cadre de la loi d'AFSI. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des contrevenants qui avaient, je dirais, une pratique du piratage qui n'avait rien à voir avec ce que font les internautes classiques, si je peux dire, ceux qui pirataient pour consommer personnellement quelques films ou quelques musiques, et qu'on avait affaire ici à des gros trafiquants, et ça n'aurait pas été un signe très élégant vis-à-vis des internautes que de leur dire que finalement ceux qui avaient piraté pour en faire commerce se voyaient amnistiés. Nous avons également souhaité abandonner une mesure que nos collègues de l'Assemblée avaient mise en place, qui était la possibilité d'avoir une forme de circonstance atténuante lorsque l'internaute ne trouvait pas en ligne une offre légale et qu'il allait la pirater. Nous n'avons pas souhaité retenir cette mesure tout simplement parce qu'elle était contraire à notre idée du développement de l'offre légale, et si on explique que finalement ce que l'on ne trouve pas sur l'offre légale on peut le trouver, je dirais, en volant, eh bien à ce moment-là ce n'est pas un bon signe adressé aux offres légales et donc à tous ceux qui font effort d'avoir des catalogues en ligne suffisants. C'est un petit peu comme si on vous disait, puisque vous n'avez pas trouvé dans votre supermarché au coin de la rue le produit que vous souhaitiez, eh bien allez le voler chez votre voisin et ainsi vous serez satisfait. Donc c'est un signe qui ne paraissait pas très positif, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité l'adopter. Au final, on peut dire que la Haute Autorité, à travers nos différentes discussions et au terme de la CMP, est à la fois une autorité indépendante, dont toute indépendance a été rappelée et sécurisée, qui est une haute autorité qui a également, je dirais, tout un tas de précautions concernant les données personnelles et la vie personnelle de nos concitoyens. C'est une haute autorité dont la première mission sera de renforcer l'offre légale à la fois par des labellisations, par, je dirais, une sorte de soutien à l'offre légale, mais c'est aussi une haute autorité qui verra son rôle renforcé dans le domaine de l'information apportée aux internautes, dans le domaine de l'explication et dans le domaine du conseil. Et puis au final, bien sûr, il peut y avoir une sanction parce qu'il n'y a pas de chemin pédagogique sans sanction éventuelle. Je voudrais également, d'un mot, redire que nous avons en CMP étudié tout ce qui concerne la presse, puisque les états généraux de la presse se sont terminés, et que même si nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter ici, d'en débattre en séance au Sénat, nous avons en CMP bien sûr adopté un certain nombre de mesures qui permettent à la fois de sécuriser le droit d'auteur des journalistes, de conforter le statut des éditeurs de presse en ligne, et cela se traduit donc de manière législative par un ensemble de mesures qui sont comprises dans ce qu'on appelle aujourd'hui le média global, puisque la presse va de plus en plus sur les nouveaux médias. La presse papier et la presse Internet sont maintenant très complémentaires l'un de l'autre, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité adopter en CMP un texte équilibré qui vise à apporter davantage de sécurité juridique aux éditeurs, mais qui garantit de la même manière des droits de propriété intellectuelle aux œuvres des journalistes. Donc les éditeurs pourront
exploiter les œuvres, mais ils devront assurer une juste rémunération de leurs auteurs dans le cadre d'accords qui pourront être contractuels à partir du moment où la loi sera votée. Donc au bout de cette démarche longue qui a duré près de 18 mois, je pense que le texte auquel nous sommes arrivés est un texte qui est d'abord un signal fort en direction du monde de la création. Et nous redisons ce matin au moment de voter aux auteurs et aux artistes que notre pays leur fait confiance, que nous avons besoin d'eux et que nous avons besoin d'eux pour continuer à créer au compte pour la création et pour la culture, mais nous avons aussi besoin d'eux parce que la culture est un des moteurs à la fois de notre mode de vie et un mode de vie qui a besoin d'une économie plus vivace encore. Nous protégeons leurs droits à travers ce texte et finalement, puisque nous sommes dans une enceinte qui est une des chambres de la République, nous avons souhaité bien sûr renforcer la liberté de créer, la liberté d'offrir le maximum d'œuvres sur Internet et la liberté de découvrir toutes ces œuvres, mais nous avons souhaité que cela se fasse dans le cadre de l'égalité républicaine, à savoir une égalité de traitement des uns et des autres. Nous avions expliqué ici que le droit des uns ne doit pas être supérieur au droit des autres, il doit y avoir une égalité des droits entre les internautes et les créateurs, de manière, et vous me voyez venir, à ce que la fraternité l'emporte, c'est-à-dire que nous soyons dans une république qui soit à la fois qui s'adapte aux nouvelles technologies, mais qui n'abdique pas de ses principes et de ses valeurs. La République ne doit pas abdiquer de ses valeurs et de ses principes, elle doit s'adapter aux nouvelles technologies, mais ne pas se laisser engloutir par les nouvelles technologies. C'était le sens de notre travail, et je voudrais très sincèrement remercier tous les collègues qui m'ont accompagné en tant que rapporteur, que ce soit au sein de la Commission ou dans cette Assemblée, et remercier le président de notre Commission, Jacques Legendre, et adresser un sincère et très légitime remerciement à toute notre équipe de la Commission. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, je crois que vous avez souhaité intervenir à la fin de la discussion générale. Je vais donc, dans la discussion générale, donner la parole à Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chaque jour, plus de 8 millions de MP3 et plus d'un demi-million de films sont échangés illégalement sur Internet. Ces chiffres très alarmants montrent à quel point les industries culturelles, musicales et cinématographiques sont menacées. Ils rappellent aussi l'urgence de trouver une réponse adaptée afin d'endiguer ce phénomène d'atteinte massive aux droits de propriété intellectuelle et à la création. Le contournement sur Internet des règles de la propriété intellectuelle demeure, je le rappelle, à ce jour assimilé au délit de contrefaçon, passible dans notre arsenal juridique de 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Pragmatique, le groupe centriste approuve donc la mise en œuvre de mesures alternatives à cette pénalisation systématique et inapplicable des internautes, instituée par la loi Davzi, contre laquelle d'ailleurs il avait voté. Notre groupe a toujours montré son attachement à la prévention et à un système mesuré de graduation des sanctions. Pour être précise, je dois dire que certains membres de notre groupe émettent des réserves sur ce qui est qualifié de double peine, à savoir la suspension de l'accès à Internet attachée à la poursuite du paiement de l'abonnement. Pour autant, ils mesurent les difficultés que cela suscite pour les offres triple play. Il est vrai que le principe de la suspension partielle, télévision et téléphone, qui doivent rester disponibles, implique de déterminer le coût individualisé de l'accès à Internet, ce qui est difficilement mesurable du fait de la mutualisation des coûts d'exploitation de la boucle locale et du service ADSL. Autrement dit, dans la mesure où le projet de loi implique de dissocier des services qui ont toujours été proposés dans le cadre d'offres forfaitaires globales, et que cette dissociation a un coût important, la vraie question est de savoir qui doit supporter ce coût. Convenons-en, il apparaît donc difficile de faire supporter au FAI les conséquences engendrées par les téléchargements illégaux d'un de ses abonnés. De la même manière, doit-il revenir au contribuable de s'acquitter des conséquences de cette faute en supposant que l'État aura été mis à contribution. Au-delà de ces questionnements, je tenais à revenir sur les avancées du projet auquel le groupe centriste est particulièrement sensible. En premier lieu, le texte issu de la CMP ne remet pas en cause les grands équilibres atteints à l'issue des accords interprofessionnels dits de l'Élysée, qui ont été à la base du travail et de l'élaboration du projet de loi.
De même, il ne remet pas en cause les grands équilibres du texte tel que voté en première lecture au Sénat et sur lequel s'était dégagée une quasi-unanimité de notre Assemblée. En second lieu, s'agissant du procédé de désignation du président de l'ADOPI, un amendement avait été adopté par nos collègues députés, à savoir la nomination du président de l'ADOPI par décret. Or, le texte adopté au Sénat, comme l'a rappelé notre collègue Michel Thiollière, prévoyait que le président de l'ADOPI soit élu au sein des membres du collège de la Haute Assemblée. J'étais particulièrement sensible à cette modification car notre groupe en avait été porteur lors de son examen par la Haute Assemblée de cet amendement qui prévoyait d'abandonner la nomination par décret au profit d'une élection. Par ce système d'élection, sur le modèle de celui retenu par la CNIL, c'est l'indépendance et l'impartialité de cette haute autorité, qui n'est pas une autorité comme les autres, qui se trouvent garanties. Le texte issu de la CMP confirme également les dispositions en faveur d'une mise à disposition plus immédiate de l'offre légale, que ce soit dans le domaine de la musique, avec un amendement que j'avais déposé qui a permis la suppression des DRM, levant ainsi un des principaux freins au déploiement des offres nouvelles, ou encore des œuvres cinématographiques pour lesquelles la CMP a finalement tranché en faveur du dispositif voté à l'Assemblée nationale qui prévoit un délai ramené à 4 mois entre la sortie en salle et l'exploitation sous forme de vidéogramme. Pour autant, nous sommes conscients que cette loi ne règle pas définitivement la question du téléchargement illégal et plus largement celle du piratage numérique. Les technologies évolueront toujours plus vite que le droit et il faudra être vigilant pour que nous nous adaptions et que le législateur, à la lumière des travaux de l'ADOPI, qui est chargé de veiller aussi bien à limiter les mauvaises pratiques qu'à susciter les bonnes, continue de réfléchir à des améliorations futures. Je le répète, cette loi, qui sera certainement que transitoire, doit être une étape importante dans une prise de conscience collective. Une prise de conscience de la part des internautes, tout d'abord. Il est indispensable de faire passer un double message clair. La culture a un coût et les droits de propriété intellectuelle doivent être respectés. À quoi bon multiplier les canaux de diffusion si à terme la diversité des contenus disparaît, si les contenus étrangers deviennent prédominants et que la création française a été asséchée? Je me félicite d'ailleurs que l'on soit parvenu à un texte qui favorise et accompagne de nouveaux usages à la fois protecteurs des œuvres et ouverts au monde de la création, venant se substituer aux pratiques qui, au contraire, lui nuisent. Les consommateurs peuvent aujourd'hui naviguer d'une plateforme de téléchargement à une autre, d'un baladeur à un autre, en gardant la pleine jouissance d'œuvres légalement acquises. Le marché du disque vendu à l'unité, on le sait, a fait long feu et s'ouvre aujourd'hui une profusion de nouveaux modèles, plateformes légales, mais aussi streaming, catalogue, des offres en tout cas technologiques conviviales et au prix attractif. Une prise de conscience des internautes, mais également une prise de conscience de la part des créateurs, qu'ils soient producteurs, éditeurs, réalisateurs, artistes. En effet, ils doivent aussi se remettre en cause et penser à s'adapter, à trouver de nouveaux modèles économiques adaptés à l'heure du net. Il faut aussi qu'ils se rendent compte des évolutions et que le phénomène Internet n'est pas temporaire, mais qu'il est aujourd'hui une réalité durable, qu'il faut transformer en atout plus qu'à chercher à le combattre. À cet effet, l'ensemble des acteurs concernés, les propriétaires et fournisseurs de contenu, doivent se rapprocher encore davantage demain et l'expérience montre aujourd'hui que le monde de la création et le monde numérique ne peuvent plus continuer à s'ignorer, doivent réfléchir ensemble au développement de moyens innovants qui permettront demain d'offrir aux internautes de multiples possibilités d'accès au savoir et aux œuvres de la création. Enfin, concernant les sanctions, je suis heureuse que le texte final favorise la transaction plus pédagogique, ce qui reste l'objectif premier de cette réforme. Le passage de la suspension de l'accès Internet à 2 mois rétablit un différentiel, rendant la transaction plus attractive. Certains ont vu dans ce retour à un minimum de 2 mois un renforcement de la répression. En réalité, je pense que l'objectif est tout autre. Il s'agit de renforcer l'attractivité de la transaction face à la sanction sèche. Or, je reste persuadée qu'une transaction entre l'ADOPI et l'abonné pour l'établissement de la sanction sera toujours gage de plus de souplesse, mais surtout renforcera le caractère pédagogique de la sanction. Enfin, je terminerai en évoquant la prévention. Je l'ai déjà dit, l'objectif avec la réponse graduée est de faire évoluer les mentalités et les comportements. L'éducation et la pédagogie nous semblent essentielles pour que les jeunes générations prennent conscience des conséquences du téléchargement illicite sur la création artistique.
En 2006, lors des travaux sur la loi Davzi, nous avions plaidé l'importance de l'éducation de nos concitoyens à la culture, tant ces pratiques de téléchargement peuvent accréditer l'idée que tout est gratuit et que la culture ne coûte rien. Or, c'est méconnaître l'investissement personnel, intellectuel et financier, ainsi que le travail des artistes. D'ailleurs, sachant cela, comment peut-on laisser dire qu'encadrer l'utilisation des œuvres est une atteinte aux droits essentiels de l'homme, revêtant un caractère liberticide? Je trouve pour ma part cela assez concernant. Je me félicite que le texte prévoit toujours une information des élèves dans le cadre de l'éducation nationale. Il est également bienvenu que les fournisseurs d'accès à Internet soient mis à contribution dans les actions de sensibilisation des internautes par des messages appropriés. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue que l'enjeu de ce projet de loi est bien d'assurer l'avenir de la création culturelle, comme l'a dit le rapporteur Michel Thiollière, et qu'il faut garantir un juste équilibre entre les droits légitimes des auteurs, sans lesquels il ne saurait y avoir de création artistique et culturelle, et bien sûr les droits des citoyens à l'accès, au partage et à la diffusion de la culture, des savoirs et de l'information que permet ce formidable espace de liberté qu'est Internet. En tout cas, il convient de rester humble dans le traitement de ce sujet difficile. Aussi, je tiens à saluer particulièrement le travail de chacun, bien sûr celui de mon collègue Michel Thiollière, mais aussi celui de Bruno Retailleau, qui a eu le mérite de poser avec courage de bonnes questions, même si certains n'ont pas encore obtenu de réponse. Et puis, bien sûr, les administrateurs de la Commission des affaires culturelles et des affaires économiques. Je vous remercie de votre attention. Vous aurez compris, mes chers collègues, que le vote du groupe centriste sera en faveur de la loi. Merci, mes chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Serge Lagauche pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de l'examen du si controversé projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Le marasme économique dans lequel sont plongées les industries phonographiques et la fragilité des industries cinématographiques dans le contexte de l'avènement du numérique vous commandez d'agir en particulier contre la piraterie. Nous déplorons que ce projet de loi ait été présenté au Sénat près d'une année après la signature des accords Oliven. Dans cet intervalle, rien n'a été fait pour consolider le consensus obtenu par la signature des accords de l'Élysée, si bien que certaines signataires les ont depuis dénoncés et les frictions entre les différents acteurs de la filière, auteurs, producteurs, diffuseurs, fournisseurs d'accès et internautes consommateurs se sont ravivées. Près de 18 mois vous ont été nécessaires pour faire voter en urgence le texte par le Parlement. Au final, après l'échec de la loi Davzi, vous avez mis plus de 2 ans et demi pour tenter de trouver une réponse adaptée au piratage, destructeur pour la création et les auteurs. Je ne reviendrai pas sur le dispositif de la riposte graduée. Il a été très largement décrypté, d'abord par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, et tel qu'issu de la commission mixte paritaire, il nous semble un compromis acceptable entre les droits et obligations des internautes, des créateurs et des FAI. Toutefois, s'agissant de la suspension de l'abonnement à Internet, dernier étage de la riposte, nous sommes satisfaits de la solution retenue par la commission mixte paritaire, qui est d'ailleurs celle que nous avions votée en première lecture au Sénat. Les abonnés sanctionnés devront continuer de payer leur abonnement du temps de la sanction. On ne peut pas rendre responsables les fournisseurs d'accès à Internet des manquements commis par leurs abonnés, d'autant que le triple play leur permettra de continuer de recevoir la télévision et le téléphone. Les nouvelles pratiques d'accès aux biens culturels par le biais du net et le développement de l'attractivité de l'offre légale de films rendaient par ailleurs nécessaire une adaptation de la chronologie des médias. Le groupe socialiste du Sénat avait d'ailleurs déposé un amendement en première lecture pour ramener la fenêtre d'exploitation des films en DVD entre 4 et 9 mois après la sortie en salle. Nous étions finalement ralliés à l'amendement voté à l'initiative de M. Thiollière et de la Commission des affaires culturelles qui souhaitait en quelque sorte donner une dernière chance à la négociation interprofessionnelle pour parvenir à un accord sur ce délai. Cet accord n'est malheureusement pas intervenu et c'est de manière fort opportune que la commission mixte paritaire unanime a ramené le délai de sortie des films en DVD à 4 mois après la sortie de l'œuvre en salle
avec des possibilités de dérogation selon le succès ou la nature du film qui peut nécessiter un temps d'exposition en salle plus important pour rencontrer son public. S'agissant de la vidéo à la demande, elle bénéficiera des mêmes délais que la DVD si aucun accord interprofessionnel n'est intervenu dans le mois qui suivra la publication de la présente loi au journal officiel, et nous en sommes satisfaits. Cette évolution de la chronologie des médias devrait renforcer l'attractivité de l'offre légale de films et contribuer parallèlement à l'érosion du piratage. S'agissant de la musique, des dispositions sont prévues pour inciter les éditeurs phonographiques à renoncer aux mesures techniques de protection qui empêcheraient l'interopérabilité des œuvres sur tous les supports de lecture, ce qui est également positif pour accentuer l'intérêt pour l'offre légale numérique de musique. Le texte issu de la commission mixte paritaire n'est cependant pas parfait, loin s'en faut. S'il a l'avantage de poser dans le marbre de la loi le principe selon lequel le piratage des œuvres culturelles est un vol vis-à-vis du droit d'auteur auquel il convient de répondre par une sanction graduée et proportionnée, votre projet de loi manque cruellement d'un volet pédagogique qu'il aurait fallu développer en amont de son vote par le Parlement. Il faut expliquer aux jeunes internautes et à leurs parents, les titulaires de l'abonnement à Internet, les dangers pour la création artistique du piratage des œuvres. Insister sur le fait que Internet, comme partout ailleurs, la gratuité n'existe pas, que tout se paie et que cette rémunération, directe ou indirecte, est la source indispensable du financement du cinéma, de la musique et de l'ensemble de la création artistique. Il faut sensibiliser les internautes sur le caractère vital pour la création artistique de la défense du droit à rémunération des auteurs pour éviter que le dispositif de la riposte graduée ne soit pas compris, pas accepté et se solde au final par un échec pour la rémunération de l'ensemble de la chaîne des ayants droit de la création via Internet. Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoyait que, tout comme pour les présidents de Radio France et de France Télévisions, le président de la DOPI soit nommé par décret, autant dire dans le contexte actuel, par l'Élysée. La commission mixte paritaire est venue sur cette disposition en prévoyant que le président de la DOPI sera élu par les membres du collège. Disposition très sage pour notre démocratie. Nous regrettons tous que ce texte ne réponde pas de manière satisfaisante à la question fondamentale de la rémunération et de la création à l'ère numérique. Un modèle reste à inventer et la révolution numérique appelle une vigilance particulière pour assurer la préservation et le développement du cinéma, de l'édition et de la musique enregistrée. Dans le contexte actuel d'érosion des recettes publicitaires sur tous les supports d'information et de communication, il ne nous semble pas suffisant d'encourager un modèle économique qui consiste à asseoir une partie de la rémunération des auteurs sur le partage des recettes publicitaires de plus en plus incertaines. Simultanément, il nous faudra revisiter le thème de la démocratisation culturelle en prenant en compte les nouvelles pratiques artistiques et sociales qui se déploient sur le net. Pour notre part, nous serons toujours disponibles pour participer à la recherche d'une solution économique permettant le respect du droit d'auteur tout en favorisant la diffusion culturelle pour le plus grand nombre, en rassemblant les internautes et les artistes et non en les opposant. Pour les raisons que j'ai évoquées, nous restons sceptiques sur l'efficacité de ce texte et sera proportion à réduire significativement le piratage des œuvres. Afin de manifester notre soutien indéfectible aux auteurs dont les œuvres sont piratées, nous avions accepté de soutenir votre projet de loi lors de son examen par le Sénat. Cependant, Madame la Ministre, vous n'avez que trop tardé pour faire adopter ce texte. Permettez-moi d'ajouter que l'amendement de M. Christian Kerr, prévoyant que la collaboration des journalistes dans une entreprise de presse est désormais multisupport, est tout à fait inacceptable sur le fond, sans l'accord des journalistes, et que sur la forme, il représente pour nous un cavalier. Un débat sur la presse au sein de notre Assemblée nous paraît indispensable. Pour toutes ces raisons, le groupe du socialiste du Sénat s'abstiendra sur ce texte. Mais très sincèrement, nous ne pouvons que souhaiter la diminution du piratage et la prise de conscience par la majorité des internautes des méfaits du piratage pour la création artistique et la diversité culturelle. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la révolution technologique que nous traversons depuis 10 ans a eu pour effet une croissance exponentielle des échanges de données, des logiciels, ainsi que le développement des logiciels de téléchargement d'œuvres musicales ou cinématographiques sur Internet.
Le monde de la culture dans son ensemble doit faire face à cette révolution technologique et aux bouleversements profonds qu'elle entraîne avec le passage au numérique et la modification des modes de consommation des biens culturels. Les industriels, qui ont de leur côté mis en place les premiers verrous anti-copie pour tenter de protéger les droits d'auteur et par conséquent la production artistique elle-même. Cela n'a évidemment pas suffi à enrayer le phénomène du téléchargement illégal qui n'a cessé de s'accélérer, suivant ainsi l'évolution des supports et des conditions d'échange des œuvres culturelles avec l'apparition de nouvelles plateformes et de nouveaux logiciels de téléchargement. Comment, dans ces conditions, la législation peut-elle ne pas avoir en permanence un temps de retard ? Aujourd'hui, les enjeux économiques de la copie par les particuliers sont considérables, comme en témoignent les chiffres des téléchargements quotidiens de films qui, en France, sont équivalents au nombre d'entrées en salle, sans oublier la chute des ventes de disques de 50% en 5 ans. C'est donc bien un secteur économique et culturel entier qui est en péril. Le texte dont nous examinons aujourd'hui la dernière mouture a fait l'objet de beaucoup de polémiques, de débats et a déchaîné certaines passions, au-delà parfois, il faut bien l'admettre, du raisonnable, et notamment sur les bancs de nos collègues députés. Il est cependant fondamental de revenir à l'essentiel et de ne pas se laisser submerger par l'émotion et la démagogie utilisées parfois et par certains ces dernières semaines. Aujourd'hui, l'enjeu majeur est bel et bien de protéger la création culturelle. Pour réussir, l'étape pédagogique est incontournable. Responsabiliser notamment les plus jeunes qui sont les principaux utilisateurs des nouveaux moyens de communication, notre capacité à sensibiliser les consommateurs à la notion de droit d'auteur conditionnera la réussite du sauvetage de la production artistique. L'ère du numérique est une opportunité sans précédent pour la culture. L'accès à de plus en plus d'informations pour le plus grand nombre représente un potentiel extraordinaire que nous devons apprendre à apprivoiser et à utiliser à bon escient. Mais bien évidemment, cela ne devra jamais se faire au détriment des artistes. Leur protection est au cœur de nos préoccupations à tous, cela va de soi. Le compromis auquel la commission mixte paritaire est arrivée et auquel j'ai eu l'honneur de contribuer me semble tout à fait équilibré, même si pas toujours satisfaisant. Mais c'est bien là le propre des compromis et des équilibres. Car le texte sur lequel nous allons devoir nous prononcer tout à l'heure sera parfois difficile à appliquer, mais il invite surtout au respect de la création artistique. Le principe de riposte graduée qui s'appliquera dans la sphère familiale et éducative m'apparaît comme un bon outil, efficace et pédagogique à l'égard des utilisateurs d'Internet, plus ou moins mal intentionnés. Les pirates sanctionnés par la loi Davzi seront donc sanctionnés en vertu du délit de contrefaçon des droits voisins. Par ailleurs, la limitation du débit des internautes pirates ne semblait pas une solution adaptée. La suspension de leur connexion est une sanction compréhensible et proportionnée. Dans le cadre des offres triple play, ne sera suspendue que la connexion Internet et pas l'accès aux autres services. C'est une bonne disposition. Il a aussi été décidé en CMP, à juste titre de mon point de vue, de ne pas accompagner la suspension de la connexion Internet d'une dispense du paiement de l'abonnement. Il ne s'agit là nullement d'une double peine, mais tout simplement d'une mesure d'équité et de justice. Pour quelle raison un abonné pirate, ne respectant pas ses obligations, serait-il dispensé de son obligation contractuelle de payer son abonnement ? Et pourquoi le fournisseur d'accès devrait-il, dans un tel cas, prendre à sa charge le poids financier de la sanction prononcée contre son abonné ? Il pourrait dès lors se retourner contre l'État et faire assumer financièrement la sanction par les autres contribuables. Cette éventualité justifie pleinement notre décision. Afin d'appliquer et de contrôler les nouveaux dispositifs, la mise en place d'une autorité publique et indépendante de régulation, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, HADOPI, était incontournable. Et je souligne que la CMP a retenu la proposition du Sénat de faire élire et non pas nommer son président. C'est par les temps qui courent un progrès qui, je crois, doit être souligné et qui est une fois encore à l'honneur de la Haute Assemblée. Au-delà de la mission pédagogique, le volet sanctions sera assuré par cette nouvelle autorité. Sa mission est de lutter contre le piratage, de surveiller et d'encourager le développement de l'offre légale en ligne. La CMP a d'ailleurs précisé que l'HADOPI n'aura pas à tenir compte du contenu de l'offre légale pour apprécier la gravité des manquements.
La sanction doit être appliquée, quelle que soit l'offre proposée, d'autant plus que son développement est pour l'instant insuffisant. J'insiste vraiment sur ce dernier point. Il est fondamental de développer une offre légale alternative. Avant de conclure, j'aborderai, Madame la Ministre, quelques-unes des dispositions introduites à l'Assemblée nationale et validées par la CMP, réformant le droit d'auteur des journalistes. Elles répondent à certaines recommandations issues des États généraux de la presse de l'automne dernier. La législation relative aux droits d'auteur des journalistes était désuète et inadaptée à la nouvelle économie du secteur de la presse. Tant pour les journalistes que pour les entreprises de presse, le droit était devenu préjudiciable au regard des changements rendus indispensables par le développement des nouveaux supports de transmission de l'information. Désormais, l'ensemble des supports d'un titre de presse sera susceptible de publier le travail d'un journaliste ayant conclu un contrat de travail avec l'entreprise, mais si tel ne devait pas être le cas, cela serait précisé dans le contrat de travail ou pour les pigistes dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. Dans ces conditions, Madame la Ministre, nous prenons acte aujourd'hui de l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a permis de mettre en avant la complexité et les divergences des points de vue. Mais il faut souhaiter que ces débats conduiront à une réelle prise de conscience, car la création et les artistes doivent être respectés. Pour accompagner cette clarification, nous attendons, Madame la Ministre, la mise en place d'une politique culturelle, bien sûr, plus ambitieuse, notamment en termes de moyens budgétaires et particulièrement en faveur des producteurs indépendants et des auteurs. La majorité des membres du groupe RDSE se prononcera en faveur de l'adoption du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Merci à tous les membres de la commission culturelle, en particulier son président, mais aussi son rapporteur et ses administrateurs. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Yvan Renard pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, fort de l'exception culturelle et de son système de soutien juridique, fiscal, social, industriel, notre pays est riche d'une production musicale et cinématographique d'une qualité et d'une diversité reconnue et souvent enviée à l'étranger. Il est évidemment essentiel de préserver cette vitalité culturelle et artistique unique au monde, symbole de résistance à l'uniformisation et à la standardisation. La culture est la clé de voûte du développement humain. Sa défense est un impératif éthique et humaniste. Et je suis persuadé que la révolution numérique, loin d'être l'ennemi des artistes, offre potentiellement de nouvelles opportunités de développement de la création et de la démocratisation culturelle. La dématérialisation favorise l'accès aux œuvres de l'esprit et rend possible cette utopie de leur partage désintéressé et sans limite. Ceci dit, le financement de la création et la rémunération équitable des artistes et interprètes n'en restent pas moins des enjeux déterminants. Les mutations en cours ne sont-elles pas une belle occasion de remettre les artistes au cœur des dispositifs de soutien, d'autant que la plupart d'entre eux vivent dans une très grande précarité. Est-il légitime, par exemple, que l'auteur ne perçoive qu'une part très infime de 2 à 7 centimes par téléchargement sur les sites légaux? Alors que la crise actuelle du capitalisme remet en cause le profit pour le profit, comme la financiarisation du monde, alors que les jeunes générations ont de moins en moins le réflexe de l'appropriation, mais davantage celui de l'usage, que la plupart de nos concitoyens reconnaissent toute l'importance de donner aux artistes les moyens de vivre leur travail, le moment n'est-il pas venu d'inventer un nouveau modèle économique du droit d'auteur adapté à l'univers numérique et propice à la création? Malheureusement, ce défi est évacué du projet de loi pourtant intitulé « Création et Internet ». Hormis la révision de la chronologie des médias pour la sortie des films en DVD, il ne s'attache aucunement à impulser de nouvelles mesures visant à améliorer les offres légales sur le web. Malgré un débat riche au Sénat, à l'Assemblée nationale, comme dans la société civile, et de nombreuses propositions innovantes au service des auteurs et de la création, le texte reste essentiellement marqué par une vision par trop répressive à l'efficacité aléatoire. Et surtout, il ne répond pas à cette question cruciale: comment améliorer la rétribution des créateurs tout en s'appuyant sur la circulation sans précédent des œuvres de l'esprit nécessaires au développement de la société de la connaissance? Comme la loi Dafdi, la loi Adopti sera-t-il un coup d'épée dans l'eau? Les fameux verrous numériques instaurés par la Dafdi sont peu à peu abandonnés et les sanctions pénales de cette première loi répressive sont tellement disproportionnées qu'elles n'ont pu être appliquées.
L'Hadopi risque de connaître le même sort, car elle ne sera pas en capacité d'inverser l'irrépressible courant des réseaux numériques qui ont durablement bouleversé les usages, les économies et les rapports aux œuvres et productions culturelles et artistiques. Fondé sur les mauvaises analyses des majors qui souhaitent arrêter le progrès au nom du profit, ce projet de loi se présente comme un désastre annoncé. Et n'est-il pas paradoxal de miser sur l'extension du haut débit comme facteur de croissance et, parallèlement, suspendre l'accès à Internet qui s'affirme comme un nouveau service universel? Coûts exorbitants, non-conformité au droit européen sur les libertés fondamentales, nombreux problèmes techniques non résolus, dérive d'une surveillance généralisée incompatible avec notre modèle démocratique, il est vraiment difficile d'adhérer à un projet de loi dont l'impact économique sur la filière culturelle sera marginal. De plus, comment ne pas s'opposer à un texte qui bafoue les principes mêmes de la justice la plus élémentaire? L'absence de cadre judiciaire, de procédures contradictoires dès les premières étapes de la riposte graduée, le non-respect de la présomption d'innocence, les multiples ruptures d'égalité devant la loi sont autant d'atteintes au droit. Et comme si cela ne suffisait pas, ce texte porte également atteinte aux libertés individuelles, car la suspension de l'abonnement au net revient à une véritable mise en quarantaine, vu la prégnance de l'électronique aujourd'hui dans tous les actes de la vie. De plus, on sait d'avance que l'identification des contrevenants sera complexe et fastidieuse et que de nombreux internautes pourront être sanctionnés à tort. La riposte graduée est une véritable machine à produire des injustices et du contentieux. C'est d'autant plus grave que les droits de la défense sont amoindris. Dans la vie réelle, la loi Hadopi ne s'attaquera de fait qu'aux plus novices qui ne savent pas masquer leur adresse IP, alors même que les véritables délinquants seront épargnés car ils disposent de la connaissance technologique des moyens d'échapper à la surveillance. Le plus curieux, c'est que les internautes ne seront pas sanctionnés pour téléchargement idéal, mais pour défaut de sécurisation de leur connexion à Internet. La plupart d'entre eux l'ignorent encore, et il y a un réel manque d'information et de pédagogie. De plus, les dispositifs de sécurisation sont complexes et loin d'être infaillibles. Ce sont les internautes qui maîtrisent le moins l'outil informatique qui seront pénalisés. Est-ce bien juste? De surcroît, rien ne garantit que la riposte graduée conduise nos concitoyens à acheter plus de disques ou de musique en ligne. Qu'ont fait les industriels ces dernières années pour améliorer leur offre légale en ligne? Excepté l'abandon progressif des DRM qu'ils avaient pourtant réclamé à corps et à cri, ils n'ont guère répondu aux attentes du public. Or, nos concitoyens se plaignent à juste titre de l'insuffisance des offres légales en ligne, car les catalogues sont limités, les inédits ou les documents épuisés introuvables, et surtout les prix trop élevés. Si le chiffre d'affaires des majors est en berne, elles en sont les premières responsables, car elles n'ont pris aucune mesure pour adapter l'offre à la demande, ce qui est pourtant le b.a.-ba de la réussite commerciale. Certes, une offre, aussi modique soit-elle, restera toujours plus chère qu'une offre gratuite. Mais il n'est pas juste de faire porter la seule gratuité du net les difficultés culturelles. Comme le dit le manager d'un des plus grands groupes mondiaux, la musique gratuite a une vraie valeur économique. La valeur de la gratuité est loin d'être égale à zéro, car elle permet de fidéliser le public, de vendre des places de concert, des bonus, etc. D'ailleurs, je remarque que le film le plus téléchargé, Bienvenue chez les Ch'tis, est aussi celui qui a battu tous les records d'entrée en salle. On ne peut ignorer que les internautes sont souvent les plus gros acheteurs et qu'ils ne souhaitent pas léser les artistes qu'ils apprécient. Même le président de la République considère que l'entrée payante des musées, par exemple, constitue un frein à la fréquentation des jeunes dont le budget est particulièrement contraint. Il a instauré la gratuité pour les moins de 25 ans dont il attend un gain, que les jeunes continuent à fréquenter les musées tout au long de leur vie. Même problématique pour l'instauration d'un abonnement gratuit à un journal de leur choix à tous les jeunes âgés de 18 ans. Le but est d'encourager la lecture et donc l'achat de la presse écrite. À cet égard, je dois dire et reconnaître que la création d'un statut d'éditeur en ligne est une évolution indispensable pour permettre de répondre aux défis du multimédia et aux attentes des lecteurs. Pour autant, il faudra répondre aux inquiétudes des auteurs photographes et des journalistes concernant les conséquences de cette nouvelle législation. Les industries culturelles s'obstinent à camper, pour leur part, sur le modèle pourtant obsolète de la vente à la copie. Il est pourtant possible de développer une offre légale attractive avec des produits à forte valeur ajoutée que le public aurait à nouveau envie de payer. Elle pourrait par exemple offrir de vrais services sur Internet, un son de bonne qualité, les paroles des chansons, des exclusivités, l'exhaustivité des catalogues et des prix enfin abordables, d'autant que les coûts de reproduction et de distribution sont devenus dérisoires avec la numérisation. Aujourd'hui, la tendance est au développement des offres d'écoute à la demande, pour ne pas reprendre l'anglicisme streaming, gratuite comme à la radio et financée par la publicité, et ce, en toute légalité puisque ces services ont signé
avec des maisons de disques, des accords sur le partage des revenus publicitaires avec les ayants droit. Ces nouveaux sites qui permettent la consultation en ligne de musique ou d'images sans copie de fichiers et qui sont plébiscités par un public de plus en plus large constituent de nouvelles alternatives au téléchargement illégal. Le passage d'une logique de stockage à une logique de flux s'affirme, y compris pour la vidéo à la demande. Et ce phénomène se développe avec la généralisation de l'Internet mobile à haut débit. Les usages évoluent très très vite. Le streaming est en vogue actuellement. Quelles seront les pratiques de demain et d'après-demain? Et au lieu d'anticiper, ce texte de loi persiste contre tout bon sens à prendre toujours plus de retard. C'est particulièrement préjudiciable pour la création des artistes, car il passe complètement à côté de la vraie question de fond qu'est l'adaptation du droit d'auteur et des droits voisins à l'ère numérique. C'est d'autant plus regrettable que les grandes entreprises, après s'être emparées des tuyaux, s'accaparent maintenant les contenus tout en expropriant de plus en plus les artistes de leurs droits. Elles n'ont de cesse de transformer l'immatériel en actif financier et rentable. Et s'il est primordial de faire respecter la propriété intellectuelle, cela peut se faire sans opposer les artistes à leur public. N'oublions pas que le droit d'auteur a été initialement créé pour protéger l'artiste du marchand et éviter que l'esprit des affaires ne s'impose aux affaires de l'esprit, pour reprendre la belle formule de mon ami Jacques Ralit. Dans le contexte numérique, l'auteur n'a pas changé, mais le marchand aujourd'hui, c'est celui qui fait commerce de contenu électronique, comme les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès Internet. Tous les amendements visant à ce qu'ils contribuent enfin à la création artistique, dont ils tirent d'énormes bénéfices, ont été rejetés. Il a été par contre préféré de les taxer pour compenser la suppression de la publicité sur la télévision publique. Madame la Ministre, vous affirmez vouloir défendre les auteurs, mais alors pourquoi rejeter toute proposition dont la finalité consiste à apporter une rémunération nouvelle aux créateurs et des financements précieux pour la production des œuvres? Même la plateforme publique de téléchargement visant à promouvoir les œuvres absentes de l'offre commerciale, dont la création émergente en particulier, n'a jamais connu un semblant de début de mise en œuvre, alors que son principe avait été adopté dans le cadre de la loi d'Avsi. Il est vraiment dommage de refuser de concevoir de nouveaux financements de la création, alors même que la musique est partout et qu'elle n'a jamais été aussi écoutée. C'est un atout pour les auteurs et non une menace. La plupart de nos concitoyens, loin de vouloir attenter à la création, manifestent en permanence leur intérêt et leur besoin d'imaginaire, d'émotion, de réflexion. Malgré la crise financière, sociale, économique qui les frappe durement, les salles de spectacle et de cinéma, les musées ou les festivals ne les emplissent pas, car l'art apporte d'indispensables repères et redonne du sens à ce monde qui marche sur la tête. On constate un véritable attachement à la culture et aux principes d'émancipation, d'ouverture et de liberté qui lui sont attachés. C'est pourquoi on ne peut que déplorer que la culture, la connaissance, la recherche comme les libertés n'aient jamais été, dans les discours, autant disqualifiées et maltraitées par le gouvernement. Et ce texte de loi participe de cette logique, puisqu'il oppose les artistes au public, alors que leurs intérêts respectifs sont convergents. Le public a besoin des artistes, et réciproquement. La dématérialisation numérique rend possible de concilier durablement le droit d'auteur et le droit à la culture pour tous. Or, ce projet de loi renonce à ce niveau de socialisation que le progrès technologique et l'innovation permettent aujourd'hui. Toutefois, malgré nos nombreuses réserves, nous prenons acte que le texte de loi est soutenu par de nombreux artistes et plusieurs organisations représentatives du monde de la culture. Parce que nous respectons cette position, notre groupe confirme son abstention, une abstention toujours combative, avec l'espoir que les artistes s'associent au public et construisent ensemble un système de licence inédit, audacieux, adapté au numérique et plus juste pour tous les ayants droit. Compte tenu du scepticisme quasi général et de l'échec annoncé de la loi Hadopi, il est indispensable pour que vive la création de penser à de nouveaux financements. Et il y a urgence car, comme le prédisait Antonio Gramsci, l'ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Merci, mon cher collègue. Alors, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, et après, Madame la Ministre. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a des petits miracles dont notre Assemblée peut être fière. On disait que le débat sur ce texte serait difficile, passionné et pourrait même tourner à l'affrontement. Dans cette enceinte, nous avons voulu aller au fond des choses,
nous sommes écoutés, nous avons fait des pas les uns vers les autres, et il est tout de même très significatif que notre Assemblée ait adopté ce texte à l'unanimité. Je mets à part, bien évidemment, l'abstention du groupe communiste. Pourquoi sommes-nous arrivés à un tel résultat? Parce que, au-delà de nos légitimes divergences, et en étant très conscients de la difficulté à légiférer dans ce domaine, nous avons tous voulu, en bonne foi, protéger la création. Il y a, c'est incontestable, une menace sur la création. La réponse n'est pas facile, mais il fallait faire comprendre à l'opinion publique que si le piratage continuait dans les conditions et avec l'ampleur dans laquelle il se pratique, c'est la création, c'est le sort des créateurs qui était en jeu et que nous sommes tous attachés à la protection de la création. Je crois que c'était bien le point fondamental et que c'est ici ce qu'il faut rappeler. Alors après, bien sûr, on peut diverger sur la méthode et chercher et s'interroger sur les bonnes réponses techniques. Nous avons eu ce débat, mais nous n'avons pas, les uns et les autres, perdu de vue la nécessité de tenter en bonne foi d'apporter une réponse de deux manières. D'une part, en sanctionnant le piratage abusif, mais en le faisant de manière pédagogique. Je voudrais une fois de plus rappeler qu'il ne s'agit pas de constater et de frapper. Il s'agit d'avertir une fois, deux fois, et de ne se résoudre à la sanction qui touchera les internautes les plus engagés et engagés dans une mauvaise habitude en suspendant leur abonnement, de ne le faire qu'après les avoir dûment avertis. Nous sommes bien conscients qu'il y a parmi eux une frange sans doute qui considère presque le piratage comme un sport, et que cela, il sera difficile, même avec une pédagogie très adaptée, de les faire renoncer à ces mauvaises pratiques. Mais nous pensons que pour la grande majorité, il s'agit d'une tentation qui se trouvera remise en cause à partir du moment où les messages d'alerte auront été envoyés. Et voilà ce que nous espérons, c'est très clair. Mais il ne s'agissait pas seulement. Et je voudrais dire un mot aussi, si vous me le permettez, sur effectivement ce que l'on entend sur la double peine. Il s'agit, comme l'a bien dit notre rapporteur, comme certains intervenants l'ont expliqué ici, de faire en sorte qu'une faute constatée ne se trouve pas, en définitive, entraîner éventuellement une revendication légitime du fournisseur d'accès à l'égard de l'État. Ce n'est pas le fournisseur d'accès qui a supporté les conséquences d'un comportement fautif, et ce n'est pas non plus à l'État, ce serait quand même le comble d'avoir à payer pour la faute qui aura été commise par un pirate du net. Mais nous ne pouvions pas en rester à ces considérations. Un texte équilibré, c'est un texte qui met aussi un terme à des atermoiements qui avaient été dénoncés lors de notre débat ici au mois d'octobre sur ce texte et qui faisait que l'offre légale était mise dans le public souvent beaucoup trop tard. Voilà pourquoi nous sommes ralliés à cette norme qui nous paraît effectivement juste d'inscrire dans la loi et que dire que 4 mois paraît un délai tout à fait raisonnable sur ce point. Il n'y a pas, on le voit bien, il n'y a pas eu de notre part une volonté de s'en prendre aux internautes. Ce n'est pas un texte anti-internaute, c'est un texte raisonnable portant sur la création et la protection de la création. Dernier point, on a pu évoquer, s'interroger pour savoir si cette loi sera applicable et pour savoir aussi si cette loi sera pérenne. Nous savons bien que les technologies évoluent, que la législation ne peut pas ne pas évoluer quand les technologies évoluent. Par conséquent, nous aurons sûrement, à un moment ou à un autre, à nous reposer la question de l'efficacité de ce texte, de son évolution éventuellement, mais ça, c'est la vie. Ça n'est pas parce que les technologies peuvent évoluer et que les comportements peuvent évoluer que nous ne devions pas légiférer maintenant. Il était en effet urgent de légiférer. Nous arrivons, Madame la Ministre, à un relatif consensus
Sur ce texte, je ne peux que m'en réjouir et souhaiter au Sénat d'être le lieu où les débats se font dans le respect, dans la comparaison et avec la recherche toujours du consensus, dans le respect, bien évidemment, de nos différentes approches. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles, je crois que le Président Legendre vient de le rappeler. C'est vrai que cette loi, telle qu'elle est, très attendue. Et il y a eu, c'est vrai, une mobilisation vraiment très forte du monde culturel, du monde artistique, les 10 000 signataires, en effet, de l'appel, qui ont été adressés, les 37 cinéastes vraiment de premier plan et personnalités de premier plan qui se sont également manifestés. Au plan européen, l'association INPALA, qui regroupe 4 000 labels indépendants. Et je crois que c'est important de montrer que cette loi n'était pas celle des majors, comme on a pu l'entendre ici et là, mais qu'elle était surtout celle, en fait, de cette multitude de petites entreprises indépendantes, à 99% dans le secteur de la musique, avec des entreprises de moins de 20 salariés, qui attendaient, en effet, avec beaucoup d'impatience, qu'il y a de nouveau un cadre, quelque chose soit fait pour empêcher ce téléchargement illégal dont la France est championne du monde, du fait d'ailleurs de nos capacités technologiques. Et de cela, on peut pas être fier de la première chose, mais évidemment fier de la seconde. C'est donc je crois, une loi très attendue. C'est vrai que la particularité, c'était qu'elle était issue d'accords interprofessionnels, ce qui était une différence importante par rapport aux précédentes lois sur le droit d'auteur. Il y a eu en effet des mois de négociations et au fond l'économie du projet, cette idée d'une loi pédagogique avec au fond deux grands volets, l'offre légale d'un côté développée et puis un processus très pédagogique, cela a été rappelé, qui vise à avertir, à provoquer une prise de conscience avec en effet l'étape de la lettre recommandée qui est adressée à l'abonné, ce qui met en jeu la responsabilité parentale, chose normale quand même. Et enfin, après coup, finalement une suspension d'accès Internet, mais elle-même discutée entre le contrevenant et la haute autorité. Tout cela, finalement, c'est un système qui a été imaginé au départ par les professionnels, y compris les fournisseurs d'accès Internet, ce qui garantit d'ailleurs sa faisabilité, et qui a paru, je crois, très équilibré. Je remercie vraiment profondément bien sûr les rapporteurs Michel Thiollière, Catherine Morin-Desailly, le président Legendre, toute la commission des affaires culturelles, la commission des affaires économiques aussi, tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont enrichi cette loi au fil de débats qui ont été particulièrement fructueux en effet et sereins. Je crois que l'apport du Sénat était très considérable. Il y avait vraiment deux volets dans la loi, effectivement. C'était le processus pédagogique aboutissant in fine à une sanction, mais il y avait aussi le développement de l'offre légale. Et il est évident que le Sénat a joué un rôle tout à fait crucial dans la suppression des DRM. Ça a été, je crois, très important dans le secteur musical. C'est plus qu'un signal, c'est vraiment le paysage de la musique qui change. Dans la chronologie des médias, on sait qu'il y avait des réticences très très fortes de la part des exploitants notamment, et je crois très important tout ce qui a été fait dans le sens d'un raccourcissement de la chronologie des médias. Le Sénat aussi a porté, je crois, s'est mobilisé dans le sens davantage d'indépendance, en effet, de cette haute autorité avec l'élection du président, et je crois que c'est important. Des éléments aussi comme le référencement, la labellisation, au fond, pour ceux qui en font la demande, des sites qui pratiquent le téléchargement légal, va aussi dans le bon sens. Il s'agit de valoriser, de visibiliser cette offre légale dont nous souhaitons tous qu'elle monte en puissance, ce qui est d'ailleurs le cas au cours de cette dernière année. Je me réjouis des positions qui ont été prises en effet sur le paiement par rapport à la suspension, sur le fait qui avait été introduite ensuite plus tard à l'Assemblée d'être remboursé finalement de l'abonnement pendant le temps qu'on était suspendu. Moi, je partage tout à fait, je l'avais dit, l'analyse selon laquelle, effectivement, si l'on achète une voiture, on a des traites, évidemment, la personne qui vous a vendu les voitures ne voit pas tout à coup le retour des traites interrompues parce que vous avez fait je ne sais quoi sur la route. Donc, je crois que c'était une vision qui me paraissait inexacte, qui aurait été d'ailleurs injuste, et je pense juridiquement injuste, et je crois que le Sénat l'avait vraiment portée.
Il y a et aussi, je voudrais aussi remercier sur tout ce qui a été fait dans le sens de la pédagogie. Catherine Morin-Desailly l'a rappelé. C'est important, en effet, que les jeunes soient finalement, et notamment dans le cadre, au fond, scolaire, alertés, qu'il y ait des messages qui passent. Je pense que il faut pas du tout partir du principe que les jeunes sont absolument incapables de comprendre qu'il y a des intérêts, qu'il y a des destinées d'artistes et de créateurs qui sont en jeu. Je pense que l'on peut tout à fait exposer des règles du jeu. Moi, je pense même que, en fait, ils l'attendent et que je crois qu'on peut très bien assumer que nous sommes un pays de grande tradition culturelle qui défend justement avec force le droit des auteurs. Il est vrai que la loi création Internet est venue d'abord au Sénat. Ensuite, au fond, il y a eu les États généraux de la presse qui ont trouvé leurs conclusions après. Et c'était l'opportunité d'inclure une très ancienne question qui est le droit d'auteur des journalistes et le statut des éditeurs en ligne, qui permettait en effet de sécuriser juridiquement le statut des éditeurs et d'affirmer en effet le principe des droits d'auteur. Sur le point particulier qui a fait débat, c'est-à-dire sur le fait que la collaboration journaliste-entreprise de presse soit réputée portée sur l'ensemble des supports, ça n'avait pas fait l'objet en effet de ce qu'on a appelé le blanc. Et c'est pourquoi nous avions pris au gouvernement une position de sagesse en disant que c'était plutôt du ressort des discussions en entreprise plutôt que de la loi. Bon, en effet, Serge Hagoche a souligné sa réticence, en effet, sur ce point. Finalement, c'est un point qui est passé dans la loi. Mais je crois qu'en tout cas, d'une manière générale, il était intéressant que cette loi création et Internet, justement sur les droits d'auteur, porte enfin ce statut des éditeurs en ligne qui leur permet notamment d'ailleurs de bénéficier des mêmes conditions fiscales que l'ensemble des éditeurs de presse, et je crois qu'on a bien avancé. Donc au total, je crois que c'est un cadre juridique, c'est une loi modeste. Moi, je l'ai dit depuis le début. On sait que ça va avancer, on sait qu'il y a des innovations technologiques multiples. Bien sûr, on pourra toujours trouver des ruses, des parades. Bien sûr, de même que si vous êtes en voiture, vous pouvez toujours mettre sur votre tableau de bord un petit appareil qui va vous signaler les radars. C'est totalement illégal. C'est pas pour autant qu'on renonce au code de la route. Voilà. On pourra toujours effectivement contourner, mais en l'espèce, on peut toujours aussi affirmer des valeurs et puis surtout avoir dans l'idée qu'on essaye de créer un cadre juridique et psychologique qui soit favorable à la création et finalement défavorable à tout ce petit piratage très quotidien qui se pratique souvent d'ailleurs sans véritable intention de nuire, mais dont les conséquences finissent par être absolument massives et absolument désastreuses. Voilà, donc je voulais remercier encore une fois tous ceux qui ont vraiment enrichi ce débat. J'ai le sentiment que c'est un très bon texte qui est sorti du Sénat et d'ailleurs le texte final est extrêmement proche de celui qui avait été approuvé par votre haute assemblée. En effet, à part des abstentions, il y a eu d'abord abstention du Parti communiste, mais ensuite, maintenant, malgré tout, une approbation massive. Et c'est un point très important que de montrer que finalement, en France, au-delà des clivages et des différences d'opinion, l'on peut quand même se retrouver sur des principes qui nous tiennent à cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je vous rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue par un seul vote sur l'ensemble du texte. Sur les articles 1A à 13, je ne suis saisi d'aucun amendement. Mais je suis saisi d'une demande de parole de Madame Marie-Christine Blandin sur l'article 10 bis A. Ma chère collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'article 10 bis A n'est pas anodin. D'ailleurs, il a été publié par les services du Sénat hier après-midi. Permettez donc que nous nous en saisissions. Et la sérénité dont se félicitait le président Jacques Legendre, comme Madame la Ministre, a vraiment été rompue par de mauvaises pratiques. Comment admettre que le gouvernement dépose un amendement de plusieurs pages sur le code de la propriété intellectuelle, véritable cavalier, au cours de l'unique lecture à l'Assemblée nationale, sans même avoir eu la décence de soumettre son texte
aux sénateurs. Comment admettre sa complicité à laisser modifier le Code du travail par un sous-amendement de députés? Est-ce cela l'effet promotion du Parlement vanté par les tenants de la réforme constitutionnelle, l'urgence, puis le contournement du Sénat pour mieux court-circuiter le dialogue social des professions du journalisme? Le sous-amendement déposé par le député Kert permettra de légaliser à l'avenir tous les détournements de textes rédigés ou de photographies au profit d'autres supports, donc Internet, ceci peut sembler de bon sens, mais aussi autres titres de presse du même employeur, autres parutions de fréquences différentes, voire tout autre support commercial pour peu que le patron soit le même. Beau marché que certains ont appelé à la rescousse pour défendre la DAFSI puis la DOPI doit se retourner dans sa tombe. Notre commission puis le Sénat ont été spoliés du débat. C'est le monocamérisme et la chambre la plus réactionnaire n'est pas celle qui en a la réputation. Car je rappelle que le Sénat avait su résister à l'exception des droits d'auteur des photographes dans la loi DAFSI, exception chère au SPMI, qui avait su à l'époque convaincre le gouvernement et que notre commission avait combattu avec succès sur un amendement que j'avais déposé. Votre contournement de la Haute Assemblée est encore plus scandaleux. Après la loi audiovisuelle qui s'applique avant d'être votée, vous inventez la loi Cavalier qui ne passe que dans une chambre. Chers collègues, avez-vous bien vu que derrière l'ADOPI, sur laquelle je respecte vos positions, vous allez voter la cession à titre exclusif des œuvres, qu'elles soient ou non publiées, L132-36, la limitation arbitraire de la propriété intellectuelle par la réserve de non-concurrence au titre de presse pour lequel on a fourni des œuvres, L121-8, la modification du Code du travail, sous-amendement Kert, une proposition contraire aux conclusions des États généraux de la presse, pourtant déjà entachées par la surprésence des patrons de presse et un ordre du jour non débattu. Après la concentration des médias, on ajoute l'uniformisation des sources et la fragilisation des journalistes. Cette démocratie-là ne convient pas aux Verts. Merci, Madame Blandin. Y a-t-il d'autres demandes de parole sur article? Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois qu'à ce moment du débat, il faut quand même rappeler quelques éléments. Notre commission se préoccupe depuis longtemps du problème du droit d'auteur des journalistes. Je veux rappeler qu'il y a eu les propositions du groupe de travail de la commission dès 2007. Je n'étais pas à l'époque le président, c'est le président Valade qui en avait pris l'initiative, qui avait déposé en juin 2008 un amendement signé également par M. Louis de Broissia, spécialiste au Sénat et dans notre commission de ces problèmes. Cet amendement dans la loi LME a été retiré à l'époque car jugé prématuré avant les États généraux, mais il était tout à fait conforme à ce que nous retrouvons maintenant dans la loi. Donc je peux regretter moi aussi que nous n'ayons pas eu l'occasion de débattre de cette question lors du premier examen en séance ici. Je partage ce sentiment, mais je dois dire que nous avions préalablement déjà débattu de ces questions. Nous avons constaté qu'il y avait une convergence par rapport aux positions qui avaient été exprimées préalablement par notre commission. Je tenais à le rappeler. Merci, Monsieur le Président. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Le vote est réservé conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire. Alors, comme explication de vote, j'ai une demande de Madame Mello, de Madame Blandin. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Madame Mello, vous avez la parole, puis Madame Blandin.
par la CNIL, c'est l'indépendance et l'impartialité Madame le ministre, de cette mes chers autorité collègues, qui n'est pas une autorité à mon tour et au comme nom les du autres, groupe UMP, qui se trouve je garantie. souhaiterais exprimer notre gratitude et nos Le texte issu remerciements de la à CMP notre confirme rapporteur également les Michel dispositions en Thiollière faveur et au d'une mise à président Jacques disposition Legendre, plus immédiate de l'offre qui se sont légale. considérablement Que ce soit dans le domaine investis de la dans musique, l'étude et avec un l'amélioration amendement du que j'avais projet de déposé loi qui a permis et dans la la recherche suppression des DRM, levant ainsi les principaux freins au déploiement des offres nouvelles, ou encore des œuvres cinématographiques pour lesquelles la CMP a... Ce que l'on qualifie communément de piratage recoupe des réalités diverses. Il peut s'agir d'actes en série représentant un véritable commerce et justifiant une peine lourde comme le prévoit la loi d'Adfsi. Il peut aussi s'agir de copies plus ou moins occasionnelles, faites par des jeunes qui se laissent tenter par la facilité de l'opération, souvent inconscients du tort qu'ils portent ainsi à des artistes que pourtant ils admirent. Le dispositif proposé par le projet de loi constitue la meilleure réponse au piratage car il est pédagogique et préventif. Le système de réponse graduée, consistant à envoyer un message d'avertissement puis à suspendre l'abonnement, sera dissuasif. Il fera prendre conscience de la nécessité de ne pas télécharger illégalement des contenus. Il ne s'agit pas, comme certains ont pu le dire, d'entraver la liberté des internautes, de les ficher ou de procéder à des filtrages intempestifs. Il s'agit de moraliser l'usage d'Internet. Le débat que nous avons eu au Sénat, dans un climat constructif, a incontestablement amélioré et enrichi ce texte. Il a notamment permis de consolider les attributions de la haute autorité dite Hadopi et de veiller à son indépendance. La situation des internautes a été sécurisée par une information renforcée. Notre Haute Assemblée a également souhaité contribuer au développement de l'offre légale, notamment par la création d'un label. Le texte issu de la CMP reprend la plupart des dispositions votées par le Sénat. Concernant la suspension de l'accès à Internet, la CMP a choisi de reprendre la rédaction du Sénat, qui prévoyait que l'internaute devra continuer à payer son abonnement. Ceci est tout à fait légitime, puisqu'il s'agit de respecter les termes d'un contrat et l'internaute bénéficiaire du triple play pourra continuer à avoir accès au téléphone et à la télévision. Comme notre rapporteur l'a très bien dit, en décider autrement aurait fait porter le coût de la suspension aux fournisseurs d'accès et aurait ainsi exposé le texte à un risque d'inconstitutionnalité. Notre groupe se réjouit qu'un consensus ait pu être trouvé sur ce point et sur plusieurs autres. Nous sommes parvenus à un juste équilibre, respectant ainsi pleinement le consensus qui avait été trouvé par les professionnels de la culture, de l'Internet et des télécommunications. Le groupe UMP votera ce projet de loi qui répond à une attente forte. N'oublions pas que l'enjeu essentiel qui nous rassemble tous aujourd'hui, quelles que soient nos convictions, c'est la préservation de la création culturelle à l'ère du numérique face au pillage des droits des auteurs. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Pour explication de vote, la parole est à Marie-Christine Blandin. Alors, je ne parle qu'au nom de mes amis sénateurs verts. La création est bien sûr chère à notre cœur et pour qu'elle s'épanouisse, nous en sommes d'accord. Il est indispensable que les créateurs soient correctement rémunérés, ainsi que leurs diffuseurs, si ils ne spolient pas les créateurs. C'est pourquoi nous avons regardé avec attention la création du dispositif nouveau qui renonçait aux excès liberticides de la loi d'Avsi et nous nous étions abstenus dans le climat de sérénité évoqué. La lecture du texte de la CMP reflète le même ton. Cependant, la loi d'Avsi reste en vigueur, le nouveau dispositif reste émaillé d'innovations judiciaires hasardeuses, abandon de la présomption d'innocence, fin de la séparation des fonctions administratives et judiciaires, comme des promesses de choix cornéliens entre suspicion arbitraire du voisin ou infaisabilité. Les utilisateurs de logiciels libres ne peuvent, par exemple, jamais faire preuve de dispositifs de protection. Mais les héros de Corneille étaient, eux,
Tiraillés par les scrupules, formons donc des vœux pour la DOPI. Mais que de temps perdu pour prendre à bras le corps de devoir public de soutenir la création par de réels financements et par une vraie prise en main du média Internet pour que ces tuyaux de diffusion n'échappent pas à l'éthique, à commencer par les opérateurs, à commencer par la fourniture d'une offre légale, à commencer par l'écoute des mœurs et des besoins nouveaux. Que de temps perdu chez les professionnels pour retarder un accord sur le délai de mise à disposition du public des œuvres. Que de temps perdu avec les errances de la DAVSI, les cryptages, les incompatibilités, les menaces. Et soudain, c'est l'urgence, au point, comme je l'ai évoqué, de court-circuiter le Sénat et de spolier les journalistes et photographes par un cavalier brutal. Car si M. de Broissia avait travaillé sur le travail du journaliste et la mise en ligne de son œuvre sur Internet, ici nous allons beaucoup plus loin. Nous autorisons qu'un travail change de titre en presse écrite. C'est donc avec indignation, particulièrement sur ce dernier motif de remise en cause profonde de la propriété intellectuelle à la française par l'article A10 bis A pour les journalistes, que les sénateurs verts voteront contre, et nous en appelons à tous les créateurs et artistes dont nous partageons les préoccupations et souvent les luttes pour qu'ils se penchent sur le nouveau contenu du texte qui devient porteur du sabotage d'une autre profession culturelle au motif de les défendre. Merci, mes chers collègues. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Très bien. Le Sénat a adopté. Vous venez de suivre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi création et Internet. Vous pourrez retrouver cette séance sur notre site internet www.publicsénat.fr. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.